Vostra. Ce qu'on veut, c'est développer le réflexe. Tu cherches quelque chose en proximité, tu dois avoir le réflexe d'aller sur notre plateforme. C'est pour ça, entre autres, qu'on l'a, ça c'est un peu original dans le décor, on l'a ouverte à d'autres marques, d'autres partenaires. Donc notre plateforme westfrance.fr, aujourd'hui, tu as une quarantaine de marques dessus. Et aussi des gens, des startups qui nous amènent des contenus qu'on n'a pas ou des services qu'on n'a pas pour développer ce réflexe. Et plus tu auras le réflexe, plus j'ai une chance un jour de te vendre quelque chose. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que j'ai le plaisir de partager avec Fabrice Bazard. Fabrice, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le directeur des activités numériques du groupe SIPA Ouest France. Exactement. Déjà, ravi d'être avec toi et avec tes auditeurs. Merci pour l'invitation. Et effectivement, j'ai rejoint le groupe SIPA Ouest France il y a presque 10 ans. C'est ça, et il y a presque 10 ans, parce que tu n'étais pas du tout dans les médias. C'est ça, juste pour le petit parcours, généralement, c'est pas, comme on le disait, Mediarama n'est pas génération do it yourself, on va pas parler que de Fabrice Bazard aujourd'hui, de ton parcours, même s'il y aurait des choses à dire, mais on va se concentrer plutôt sur peut-être ces 10 ans que tu as fait chez Ouest France, et comme je le disais, tu viens pas du tout, toi, des médias, mais tu étais donc chez Arkea Services, ouais. Donc plutôt la banque, le secteur bancaire. Ah oui, j'étais un banquier pendant 15 ans. Alors, il y avait un point commun, c'est l'IT. Ouais. Pour la petite histoire, il y a un deuxième point commun, c'est que c'est la même personne qui m'a embauché dans le groupe Arkea et dans le groupe Ouest France. D'accord, donc il y avait déjà cette relation, cette confiance. Une confiance, voilà, exactement. Et ouais, donc c'est effectivement Arkea, pôle dédié à la commercialisation des services bancaires. Ça a dû quand même un peu être étonnant pour toi de te retrouver dans les médias. Tu connaissais rien du tout, tu débarquais. Et il y a 10 ans, c'est ce qu'on se disait un petit peu en préambule, mais il y a 10 ans, c'était un peu sinistré, quoi. Enfin, alors, on n'est pas sauvés, les médias ne sont pas sauvés, on vit qu'encore plein de challenges, mais t'arrivais, quoi, c'était une mission un peu au secours, commando, c'était quoi, Ouest France, il y a 10 ans? Alors le numérique, notamment. Hein. Alors déjà, les copains me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? C'est la crise de la cinquantaine, donc c'est autre chose. Et dans les faits, au-delà de ce que je t'ai dit et de connaître un peu le contexte humain, ouais. Ça m'attirait. Parce que là, il y avait, c'est ce que tu évoques, il y avait un côté un peu mission, challenge, ouais. Un peu page blanche. Ouais. Parce que même au niveau mondial, il n'y avait pas vraiment d'exemple en B2C. Il y avait quelques médias B2B qui avaient un début de belle histoire. Mais dans le B2C, c'était compliqué. C'était la crise sur le numérique. Et c'était déjà la crise dans le print, on va revenir. Et effectivement, mon vocabulaire s'enrichissait puisqu'on parlait de tempête, d'ouragan, de tsunami. Mais c'était ça le contexte. Notre président de l'époque disait classiquement, tous les ans, on perd en gros un titre de PQR en diffusion print. Hein, c'était ça. C'est fou. Donc c'était colossal. Ouais. C'était plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que le numérique n'était plus une option, puisqu'on était un peu suiveur, clairement, à l'époque. Et là, on avait décidé d'accélérer, et c'est ce challenge-là qui m'a intéressé. Et puis c'est pas un sujet Fabrice Bazard, quoi. C'est un sujet d'entreprise, un sujet d'équipe. Exactement. Et on a créé une dynamique, je pense, intéressante. Eh ben, écoute, on va voir ça, comment se sont passés un peu ces 10 ans et où vous en êtes après 10 ans. Alors, c'était évidemment intéressant parce que Ouest France, si je veux faire un peu la petite carte d'identité, on dit souvent de Ouest France que c'est le plus gros quotidien de France. C'est toujours le cas? Oui. En tirage? On a un tirage à 600 000 exemplaires, donc c'est encore beaucoup. Avec une érosion, mais une érosion contenue. Qui est par rapport à la moyenne du marché, tu dirais comment mieux? Vous faites mieux que... Ah oui, on fait mieux. Oui. On est autour de 2%, si je prends en moyenne. Donc c'est maîtrisé, on va dire. Ouais. Alors, c'est pas forcément évident à expliquer, mais sans doute que les contenus trouvent un écho, un lecteur, quelque part, trouvent un marché. Et notamment parce que je pense qu'on fait une belle synthèse, des belles passerelles entre le local, le national et l'international.
Et on l'illustre d'ailleurs souvent comme ça. C'est le quotidien, la vie d'un pêcheur à Moguériec, pour prendre cet exemple-là, il est influencé par ce qui se passe à Bruxelles, il est influencé par le Brexit, donc on ne peut pas se contenter de parler du local, quoi. Donc je pense que ce côté synthèse a trouvé son marché. Et l'autre élément qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, il y a du service autour, et le service qui est essentiel, c'est le portage. Oui. Et on a investi énormément dans le portage, à tel point qu'aujourd'hui, on est très majoritairement porté sur le print pour nos abonnés. Et on touche, pour te donner un chiffre, 93% des communes de l'Ouest. On a fait un maillage qui est colossal. Qui est colossal. Alors, c'est vrai que c'est le portage, alors, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment alors, ce ne sont pas des salariés du groupe, ce sont des indépendants, des auto-entrepreneurs. Oui, en fait, ils sont payés par ce qu'on appelle des dépositaires, donc, qui distribuent le journal. Et qui ont déposé dans les boîtes aux lettres le journal chaque avant matin. 7 heures, ou autour de 7 heures. Voilà. Exactement. Donc, au petit déjeuner, tu as ton journal. C'est ça la promesse. Et c'est ça qui sauve quelque part un peu l'intérêt du print, c'est que de le recevoir le matin chez soi, etc. Ça fait partie de... C'est un vrai service, à tel point qu'aujourd'hui, on l'offre à des confrères. Le Monde, pour en citer qu'un. Votre réseau de portage est mutualisé et vous le proposez. Il n'est pas mutualisé. Non, c'est le vôtre, pardon, mais ils peuvent distribuer d'autres quotidiens. Ils distribuent d'autres quotidiens. Et puis, c'est un vrai service, quoi. C'est le journal, aujourd'hui, dans le monde du numérique, de l'Internet, si le journal print arrive à midi, il est réchauffé, quoi. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, quoi. Et si en plus t'es parti travailler, tu l'as le soir, en fait, t'as eu le temps de lire les news sur 10 000 canaux différents dans la journée, quoi. Exactement. Mais pour te reprendre un peu, le print, alors on est peut-être un média un peu atypique, on voit un avenir au print. Tu vois, le fait d'avoir été un peu suiveur au départ, on n'a peut-être pas fait les mêmes bêtises que certains, et à tel point que certains ont un peu sacrifié le print en disant je fonce sur le numérique, j'ai des audiences de dingue, je vais faire des revenus publicitaires colossaux. Nous, on a été plus prudents, et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que si tu as un print fort, ça aide le développement du numérique, et réciproquement. Donc souvent en France ou ailleurs, on oppose les supports, on oppose les canaux. Nous, ce qu'on pense, c'est que tous les canaux se bonifient l'un l'autre. Et donc, il nous faut un print fort. Et un print fort, alors ça passe par quoi, si tu devais dire, donc là, tu as expliqué un peu, donc il y a le portage, ça, c'est une dimension, mais après, c'est le média. Donc, parce que ce qui est intéressant, c'est que Ouest France, c'est de la PQR, presse quotidienne régionale, mais vous êtes plus que ça. Aujourd'hui, Ouest France, c'est presque un média national. Oui, alors on n'aime pas, là aussi, souvent on catégorise les médias. Exactement, on les met dans des cases. Et nous, on n'aime pas ces cases. Donc, on pense qu'on est un peu tout. Bien sûr, notre ADN, c'est la locale, c'est la PQR, mais on est aussi un national. 75% de notre audience est faite en dehors de notre zone historique de l'Ouest. Donc, on est clairement national, voire international. C'est 10% aujourd'hui à l'étranger. Et donc, on est aussi PQN. Mais on est aussi un peu magazine. On a des magazines sur la plateforme qui s'appelle Voiles et Voiliers. On fait de la gastronomie. Enfin bref, donc on est un peu tout. Ouais. Et ça, c'est et justement parler de cet ancrage territoire. C'est quoi le maillage territorial que vous couvrez? Alors c'est 12 départements de l'Ouest. Donc ça commence en Normandie, ça descend en Vendée, avec un pôle très très fort en Bretagne sur les 4 départements bretons et bien sûr l'Ille-et-Vilaine un petit peu plus puisque c'est le fief. Historique du titre. Coca-Cola, c'est Seattle, je crois. Voilà, donc nous, c'est Rennes. C'est Rennes, c'est votre ville, c'est votre Seattle à vous. Donc toi, tu t'occupes, on l'a dit, du service numérique, mais aussi du service informatique. Je pense que c'est aussi important parce que ça doit être forcément aussi des grosses équipes. Pour revenir sur le service numérique, il y a combien de personnes au numérique chez Ouest France aujourd'hui? Alors le service numérique, il a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a créé il y a 7-8 ans, en 2014-15, par là. Et on avait 2 options, en fait. C'est soit on faisait comme Le Monde, ou comme La Dépêche, qui avait créé une filiale, en fait. Pour accélérer. Pour accélérer, ça marche d'ailleurs. Tu mets une équipe commando et puis tu avances. Et on n'a pas choisi ce chemin-là parce qu'il a un défaut, c'est que ça concentre les compétences à un seul endroit. Et pour nous, la transformation numérique, ça devait être toute l'entreprise. Néanmoins, il fallait accélérer. Donc on a créé une petite équipe, donc la direction des services numériques, donc qui porte des projets, qui aide les structures. Donc au départ, on était une petite dizaine, et aujourd'hui, on est interne-externe, on est une petite trentaine. Voilà. D'accord, donc c'est pas si gros que ça non plus. Et après, il y a
gens qui font du numérique, des chefs de projet, à la direction marketing. Oui, dans à chaque la régie, service, après, voilà. C'est toi, tu parles vraiment. Ouais, effectivement, l'équipe qui est pure numérique. Quoi. Et l'informatique, la DSI, alors ça, c'est pas très connu, parce que c'est une grosse DSI. J'entendais Mathieu dire sur un de ses podcasts que le Monde avait la plus grosse équipe, ou c'est peut-être toi d'ailleurs. Ouais, c'est exactement, avec Sacha Moura. Exactement, c'était toi, pardon. Et je suis pas sûr que ce soit la première. Parce que Ouest France. Un petit concours. C'est ça, on s'en fiche. Hein. Ouais, exactement. Et on est 230. D'accord. Ouais, interne, externe, donc c'est gros. Grosse DSI. Et dont cinquantaine sur le numérique. D'accord. Et combien de développeurs dedans? Tu connais un peu le détail des équipes? Le ratio, c'est entre 30 et 40%, selon les projets, selon les moments, entre 30 et 40% de développeurs. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est des belles équipes. Et généralement, vous avez une culture quand même de tout faire en interne, de maîtriser? Non. Historiquement, on faisait plutôt les outils des journalistes en interne. Donc le CMS la plateforme, de production, exactement, le back-office, l'outil des journalistes. D'accord, parce que ça, c'est des gros sujets aussi techno, quelque part. Et on avait progicialisé le front avec un CMS qui s'appelle toujours d'ailleurs Drupal. Ouais. Et il y a 4-5 ans, on a changé. On a considéré que pour être plus efficace, pour maîtriser notre destin quelque part, il fallait maîtriser la relation client. Donc tout ce qui touche directement le client, le front, la data, pour prendre 2 exemples, on a décidé de les maîtriser et de les développer par nous-mêmes. D'accord. Donc ça, c'est fait en interne. Et à l'inverse, les outils des journalistes, on les a packagés et on utilise une plateforme qui s'appelle Eidos. Eidos Media, qui est un assez connu. Je ne vais pas dire la Rolls-Royce, mais en tout cas qui est un des gros SMS éditoriaux dans le marché. Sur les abonnés, donc tu as parlé tout à l'heure de la diffusion, est-ce que tu peux nous dire qu'il y a combien d'abonnés papier versus numérique, un peu la comparaison, qu'on voit un peu où vous en êtes? Il y en a qui sont les deux. Et il y en a qui sont les deux, évidemment. c'est une formule aussi qui doit bien marcher, j'imagine. Donc on en a. Alors c'est facile à retenir, c'est le même chiffre que le tirage, à l'heure où on parle. Ouais. On a 600 000 abonnés payants, globalement, print et numérique. D'accord. On est en croissance. Ça, on était content. Depuis plus d'1 an, on a un portefeuille d'abonnés qui progresse. Ouais. Donc, le numérique compense et un peu plus l'érosion du print. Ouais. Et pour tenir cette croissance, il faut que tous les ans, on ait une conquête, une acquisition de 100 000 abonnés. Donc là, il faut à la fois des moyens, une organisation et des canaux. Ouais, exactement. On y reviendra peut-être sur les canaux qui fonctionnent. Exactement. Donc 600 000 et en numérique 160 000. D'accord. Voilà. Donc, et à peu près sur les 160 000, on a à peu près la moitié qui sont à la fois print et numérique. Et tu vois, je voyais par exemple Le Monde qui sort une offre en anglais parce qu'en fait, ils estiment quelque part qu'ils touchent maintenant quasiment tous leurs prospects en France, donc il faut se tourner vers l'étranger, ce qui est très bien par ailleurs. Toi, tu penses que vous avez encore une grosse marge de progression? Ces 100 000 abonnés que vous devez conquérir chaque année, vous allez les chercher où? C'est qui? Comment vous allez les chercher? Vous avez encore beaucoup de marge? Alors la première chose, mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est pas intuitif parce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui les nouveaux abonnés sont essentiellement numériques. Ouais. Or aujourd'hui, c'est encore 42% des 100 000 qui demandent du print. D'accord. Donc comme quoi, il y a une résilience, il faudrait qu'on le creuse d'ailleurs. Je pense que c'est pas moi je suis numérique, mais le print m'intéresse aussi. Quand le week-end j'ai envie de faire une pause, je suis content d'avoir un livre ou un journal papier. Ouais. Donc je pense qu'il y a la place. Donc vous avez ces offres où tu peux avoir le papier que le week-end. Exactement. Donc on combine. Mixte. Voilà, on peut faire de l'hybride. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un de nos enjeux maintenant, c'est autant on sort de la zone sur l'audience, mais on n'a pas encore craqué le sujet de sortir de façon significative de la zone historique, des 12 départements, sur l'abonnement. Donc nos abonnés sont des gens qui sont en affinité avec la marque, qui nous connaissent depuis un certain temps. Donc c'est logique, hein. Donc c'est encore très territoire. Mais on se bat pour ça. On avait lancé il y a quelques années une édition du soir pour cela. On a lancé un peu plus tard une édition France, donc avec un peu moins de local, un peu plus de contenu national pour cela. Ça reste un enjeu. Donc on y travaille. J'imagine qu'il y a pas mal de boulot là-dessus. Et les canaux d'acquisition, comment... Donc là, tu dis que vous avez des équipes marketing. Comment c'est quoi vos canaux d'acquisition? Les réseaux, c'est l'acquisition payante, Alors, l'acquisition, il y a l'acquisition physique. Ouais. Alors, si on revient assez loin en arrière, il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé, ce qui était prépondérant, c'était un peu le porte-à-porte. C'est-à-dire que,
On va frapper, on va voir les gens. On va voir les gens, on essaye de les convaincre. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres canaux physiques qui marchaient bien. La grande distribution, par exemple. Tu vois, tu as un comptoir près des caisses chez un grand distributeur de l'Ouest, ça marche. Plus récemment, en fonction des usages, on est dans les drives, par exemple. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour l'abonnement. Et puis on prend des initiatives pour être aussi développé, essayer d'éviter une érosion de la vente au numéro, ce qui est encore plus dur. Ouais. Là, tu le sais bien, les maisons de presse, on en voit plus beaucoup. De moins en moins de kiosques. Et donc, pour te donner un exemple, on est dans le chiffre, c'est de l'ordre de grandeur, je me trompe peut-être de quelques centaines, mais on doit être dans à peu près 4000 boulangeries dans l'Ouest pour vendre le journal quand tu vas chercher ton pain. La vraie vie locale, quoi, voilà. là où les gens vont. Donc, on essaye d'être, c'est une évidence, au plus près des gens. Où il passe. Donc Ouest France, il doit être visible. Donc c'est toute la journée, on doit le rencontrer. Ça c'est effectivement. Dallos, je crois qu'il appelait ça l'Atawad. À l'époque, on essaye de faire de l'Atawad avec le journal. De toute façon, il faut tout tester. Je pense que c'est ça qui est un peu intéressant. Et cette accélération, donc sur 10 ans, forcément, ce modèle, vous l'avez un peu mûri. Tu t'as senti une accélération ces dernières années. Qu'est-ce qui a fait, en fait, toi, si tu regardes un peu en arrière, qu'est-ce qui a vraiment changé la donne dans tout ce que vous avez mis en place, dans l'accélération de ce numérique ? Alors, je pense qu'on a eu une chance, parce qu'on a pris une option dès le départ qui j'ai prétention de penser qui n'était pas mauvaise, qui était de considérer que pour avoir beaucoup d'abonnés, il fallait beaucoup d'audience. Et souvent, à l'époque, et encore aujourd'hui parfois, on oppose un peu les deux. Quoi. Oui, tu as l'impression que tu abandonnes le gratuit pub pour faire que de l'abonnement. Et Donc abonnement dit à une approche plutôt de niche, et des fortes audiences, plutôt un modèle publicitaire et gratuit. Ouais. Et nous, on était convaincus que, en fait, vu des journalistes, c'est un peu un gros mot, mais qu'un média, c'était aussi un tunnel de conversion. Et donc, pour avoir beaucoup d'abonnés, il faut beaucoup d'internautes engagés. Et pour avoir beaucoup d'internautes engagés, il faut beaucoup d'audience. Beaucoup d'internautes, tout voilà, court. C'est tout bête. Ouais. Et à partir de là, on a travaillé. Alors, ça passe par des renforts, ça passe par de la mobilisation des équipes sur le numérique davantage. On a travaillé le SEO. Le SEO, c'est évidemment prépondérant, fondamental. On en parlait avec Nicolas Silberman, effectivement, d'Unify, l'importance, et Virginie Clèves du SEO dans les médias. Pour te donner le pourcentage, on est autour, alors ça dépend, mais on est autour de 60% apporté de trafic qui par vient les sources Google. Par les sources Google. Ouais. D'accord. C'est énorme. C'est à la fois énorme et alors inquiétant. Enfin, ça on pourra en parler. Peut-être on parlera effectivement peut-être de Google, mais en tout cas, donc ça veut dire que vous êtes bien visible et que vous êtes bien référencé et que ça marche bien chez vous. Donc, on s'est formé, on a recruté des experts du SEO, on se fait accompagner par une boîte qui est aussi experte dans le sujet, parce que ça change tout le temps. Donc, c'est pas une partie gagnée. Non, il faut des vrais experts là-dessus. Donc on a fait ça et à l'époque, on était, en visite mensuelle, on était à 30 millions. Aujourd'hui, on est à 160 et on est à 500 millions de pages vues mensuelles. Quoi. Donc, on est sur des gros volumes. Très gros volumes que vous monétisez toujours, abonné ou pas abonné, par de la publicité. Oui. Alors, là aussi, c'est pareil. La preuve, je l'évoquais juste avant, on oppose un peu les deux, abonnement et pub. Et nous, la pub, elle est clairement dans le modèle. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de vendre le journal le moins cher possible. Et tu vois, là, hélas, on vient de faire une augmentation de prix de 10 centimes. Qui est due notamment à la hausse du prix du papier. Exactement. C'est que ça, papier et consommable, énergie, distribution. Les porteurs, ils consomment de l'essence aujourd'hui. On fait des tests pour info de voitures électriques, donc on verra. Mais bref. Donc, mais vous essayez quand même de vendre le moins cher possible. Mais nous, on veut être le plus accessible possible, le plus populaire possible, dans le très bon sens du terme. Ouais. Et donc, notre journal, il est à 1,20 €. C'est dans le bas du tableau. Voilà. Et en fait, là, ça nous est, pas un bon terme, mais c'est un peu mal aux tripes, cette augmentation de 10 centimes. Donc, on a décidé d'être totalement transparent vis-à-vis de nos abonnés. Donc, on leur a expliqué le modèle. On leur a dit, le journal à fabriquer, il nous coûte 1,53 € à fabriquer. Donc, ça, c'est le cas, tout compris, quel que soit le truc, de son point de vente. Les rotatives, les journalistes. Un exemplaire, c'est 1,53 €. On le vend 1,20 €. Il y a un problème. Alors, on n'est pas une boîte qui cherche la rentabilité coûte que coûte. J'y reviendrai après. Donc, on cherche à équilibrer ce modèle. Et donc, il nous manque
c'est facile, hein, il nous manque 33 centimes. Et en fait, c'est la publicité qui les apporte. Puis ça me permet d'évoquer aussi un autre sujet. Souvent, on fantasme sur les aides à la presse, etc. Ouais. C'est des centaines de millions ou des dizaines qui circulent. Les aides à la presse à l'exemplaire chez Ouest France, c'est 1 centime. D'accord. Donc, c'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ce qui vient changer Voilà, la ça change donne. rien. Ça change... Alors, on est content d'avoir 1 centime, mais ça change pas la donne. Le sujet, c'est qu'il nous faut un business model équilibré entre le prix du contenu et la publicité. Et la publicité aide à être accessible. C'est fondamental. Et c'est pareil sur le numérique. Notre première offre d'abonnement sur le numérique, elle est à 1 euro par semaine, ce qui est peut-être le moins cher du marché. Enfin, Ouais, 4 euros par mois. Voilà, Il y avait le Parisien à une époque qui avait testé, je crois, des formules très basses comme ça, mais Ouais. ça n'avait pas nous, on y est fonctionné. resté. Ouais. Et on y a mis un peu plus parce qu'eux ne mettaient pas le journal et nous, on met une partie du journal dans cette offre. Sous forme de PDF. Ouais. D'accord. Donc la publicité, te permet en fait de compenser. Exactement. Et donc, elle est dans le cœur de métier, Mmh. parce que sinon, on serait à 1,50 € au moins. Oui, ou plus là. Donc, effectivement, le sujet de l'année, c'est le papier et ce qui est autour. Pour te montrer là aussi l'ampleur, c'est le prix du papier a doublé. En 2021, c'était un peu plus de 400 $ la tonne. Aujourd'hui, on est au-dessus de 900 $. C'est intenable. Donc, c'est chaud. Ouais. Mais bon, voilà, on peut se plaindre, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, à nous de prendre des initiatives, à nous de réinventer un modèle qui permet d'optimiser ça. Mais on ne peut pas, tu vois, alors je ne sais même pas quel prix sont, mais certains journaux nationaux sont autour de 3 €. Ce n'est pas raisonnable, quoi. Si tu multiplies par 300 jours, ça commence à faire des budgets de dingue. Oui, c'est ça. Ou alors des CSP++. Non, c'est pas nous. Non, nous, c'est pas accessible. Oui, exactement. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on pourrait presque faire un épisode en ce moment sur le prix du papier, la fabrication, etc. C'est pas l'objectif, mais vous avez vos propres. C'est très grave parce que ça fragilise évidemment les médias. Ouais. Et on est déjà dans un pays où il y a assez peu de médias indépendants. Hein. Ouais. Alors nous, c'est notre gros moteur. Ouais. On est un média indépendant. Ouais, tu parlais que vous cherchiez pas la rentabilité. Non. C'est ce que tu veux expliquer en fait, si pas Ouest France, le modèle, c'est. Alors déjà, c'est pas très connu, mais notre tête de pont du groupe, c'est une association. C'est pas connu du tout. Alors je vais peut-être l'écorcher parce que c'est un peu compliqué. C'est l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. D'accord. Et voilà, ça veut un peu tout dire. Ouais. Et en fait, cette association, elle a un enjeu éditorial. Donc c'est elle qui va aussi orienter des grandes prises de position du journal. Mais elle n'est pas dans la gestion, en fait. Et ce qu'on nous demande, c'est de rester indépendant. C'est fondamental. Indépendant au sens capitalistique. Tu vois, on parlait de la presse nationale tout à l'heure, on commence à les compter. Hein. Et dans une démocratie, ça nous semble fondamental. Mais aussi indépendance éditoriale. Ouais. Et l'association, petite parenthèse, est peut-être le seul modèle qui garantit l'indépendance totale. Certains parlent de fondation. Oui, comme Libération. Ouais, mais une fondation, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un représentant de l'État autour de table. Une association, absolument pas. D'accord. Donc nous, on a cette indépendance totale, financière, à condition d'être rentable. C'est ça le seul objectif, enfin ce qu'on l'association nous demande, c'est d'être au moins rentable. Voilà. Et donc, c'est simple, si tu pars de l'excédent brut d'exploitation, il faut que cet excédent brut d'exploitation, il paye nos projets. Et quand tu fais de la transformation numérique, ça coûte un peu. Ouais, les premières années. Et puis tu rembourses un peu ton banquier quand même, tu as toujours quelques dettes. Mais on nous demande pas plus que ça. Ouais. Donc c'est assez vertueux. Ouais, et puis ça doit quand même changer un peu la donne au quotidien, en tout cas. C'est motivant, parce que tu te bats pour une mission qui est valorisante. Ouais. Et l'autre aspect, c'est que ça ne te met pas une pression de court terme, parce que tu n'appartiens pas à un fonds ou à des gens qui cherchent un ROI court-termiste. On peut se projeter à moyen terme. Et ça, c'est un vrai plus. Et donc, on peut travailler sereinement, clairement. Ouais, ça, c'était effectivement bien de le souligner. Juste sur la pub, je reviens une seconde. Donc, vous monétisez beaucoup, 500 millions de pages, tu dis. Le CPM, est-ce que tu le connais, le CPM Alors, c'est pas facile ta question parce que. Oui, parce qu'il y a plein de manières de calculer le ICPM. Et puis, il y a eu une petite nouveauté depuis depuis 1 an, c'est la réglementation. Ouais. Et à l'heure notamment la prise du consentement, voilà, exactement. Pour dire les choses. Et le non consenti, aujourd'hui, se monétise mal, entre autres parce que les agences n'achètent pas le non consenti. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce que on peut comprendre quand tu consens pas, tu as peut-être un peu moins de stats, tu n'as pas des stats
pour te prendre un exemple, tu ne peux pas mettre en œuvre de capping Oui. si tu n'as pas le consentement. Donc, c'est un peu moins efficace, mais c'est quand même un segment d'internautes particulier. Vous avez des stats là-dessus? Tu saurais dessiner le profil type de la personne qui ne consent pas? Alors, je connais le niveau, bien sûr. Donc, on est... ça se travaille aussi. Hein. Si tu ne le travailles pas, tu descends gentiment et tu passes en dessous des 70%. Ouais. Aujourd'hui, on est à 79-80%. De gens qui consentent. On dit généralement, c'est ça, la moyenne, c'est 30% des gens qui ne consentent pas. Ce qui veut dire que, en moyenne, tu as 3 pages sur 10. Que tu monétises à peine à moitié du reste. D'accord. Donc voilà, alors après... Et ça se travaille comment? Par l'UX, en travail de design, de messages? Tu testes des messages? En fait, tu as 3 éléments. Tu as ta marque. Est-ce qu'elle inspire confiance ou un peu moins? La deuxième chose, on a communiqué là-dessus, c'est à aucun moment Ouest France vend de la data de ses internautes. Jamais. On se l'interdit. C'est un coffre-fort. On ne vend pas de data. Donc ça évidemment, ça rassure aussi. Ouais. Si tu arrives à bien le communiquer, voilà, faut que les gens le sachent. C'est un vrai sujet de com. Hein. Ouais. Et puis, le troisième élément, c'est ce que tu évoques. L'UX, elle est partout. Et même dans le fameux bandeau, tu as un sujet d'UX. Ouais. Et on l'a travaillé, on le change, on teste. Et finalement, on arrive à ce 80% qui est plutôt le haut de fourchette. Correct. Ouais. Et donc, ces 20% restants, c'est de l'autopromo. Exactement. Exactement. Donc, c'est... Alors, ça ne veut pas dire pas de pub. Hein, non, mais ça sert pour plus d'abonnements, pour plein de choses. Mais ton CPM... Et puis, effectivement... dans ces gens-là, il y a au moins une population qu'on connaît. Hein, les geeks sont assez souvent anti-pub. Ouais, un peu sur la data un peu sensible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les contenus, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'abonner. Donc, ouais. Vous avez déjà testé des choses un peu plus agressives? Tu vois, je pense à ce qu'a fait des types de Webedia, où tu vois, c'est genre, c'est... soit en fait tu t'abonnes, soit tu acceptes, tu sais, sur le consentement. Alors c'était particulier, hein. Après moi je comprenais l'intention de départ, mais vous avez déjà mis peut-être un gros pavé qui explique qui on est, voilà nos valeurs, voilà ce qu'on veut faire, voilà pourquoi c'est important de consentir. Non, on l'a pas fait à date, et effectivement Allociné avait Prisma aussi, je crois de mémoire, avait fait des choses assez bloquantes finalement. Nous on n'a pas voulu le faire parce qu'on estime, et la CNIL d'ailleurs nous le dit aussi, hein, mais on l'avait anticipé, on estime qu'on a une mission d'information au-dessus de tout, quoi. Et donc, bloquer un internaute, c'est faillir à votre mission édito, enfin d'information. Alors, ce que je voulais faire, mais que la CNIL n'autorise pas, c'était donner un bénéfice à ceux qui consentent. Tu vois, on a un paywall sur le site. On aurait très bien pu dire, les gens qui consentent, pour un exemple, on ont le droit à deux contenus par semaine. Et en fait, la CNIL le refuse, ce qu'on peut comprendre, parce qu'en creux, ça veut dire que tu fais quand même une différence. Et donc, l'avantage pour ceux-là, c'est un désavantage pour ceux qui ne consentent pas, et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Bon, bref, c'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'ils mettent le curseur, mais c'est dommage, parce que je pense que c'était une manière plutôt c'était élégant, smart. Et puis t'offres quelque chose en plus, donc c'était pas mal. Après, c'est voilà, encore une fois, il faut qu'ils fixent les règles du jeu à un moment donné. Et puis, enfin, pour un mot là-dessus, c'est... je te le disais en introduction tout à l'heure, c'est nous, les évolutions réglementaires, on voit ça aussi comme une opportunité. Parce que, pour rester sur la pub, je te prends juste un exemple. Tu as un organisme mondial et européen qui s'appelle l'IAB. Ouais, Bureau international de la publicité. Exactement, qui est un référentiel, qui va référencer tous les acteurs de la pub, ce qu'on appelle les vendors. Aujourd'hui, tu en as 830. Dans le monde ou en Europe? En Europe. Dans West France, si tu prends la liste... Ah, vous en avez chez West France, vous avez 830 identifiés. On a fait du ménage, mais si tu fais rien, par défaut, ce qui est la plupart des cas, tu en as 830. C'est pas sérieux, quoi. Non. C'est pas sérieux. Donc, en fait, on est dans un monde, notamment le monde de la programmatique, qui n'a pas toujours été transparent, qui a eu des abus, la preuve. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, la régulation, la réglementation... tape du poing sur la table. Exactement. Et ce qui est intéressant, et ça se joue en ce moment, c'est l'autorité belge qui s'appelle l'APD, a pré-sanctionné, parce qu'il y a un appel, l'IAB, et a abordé ce sujet des vendors. En disant, mais 850, c'est pas possible, quoi. Alors, West France, on en a 360. Et en fait, ils ont un bon argument, ils disent, l'internaute, quand il donne son consentement, il doit être éclairé. Donc, éclairé, ça veut dire qu'il doit comprendre. Comment veux-tu comprendre qui sont tes 860 vendors? Non, c'est impossible, c'est abscon, ça n'a aucun sens. Et pour info,
t'en as, à l'heure où on parle, si tu fais pas de ménage, t'en as 15 ou 20 qui sont des acteurs russes, pour ne prendre qu'un exemple. On peut avoir un avis là-dessus. Et donc, entre autres pour ça qu'on a fait un peu de ménage. Et l'APD a dit non, un consentement éclairé, en gros, c'est une 50aine de vendors. Et ça, c'est une bonne nouvelle. À court terme, c'est peut-être des revenus en moins, si on raisonne court-termiste. Mais à moyen terme, si tu as 50 vendors, ils seront de qualité. Et si tu as 50 vendors, ça veut dire que nos inventaires vont devenir plus rares, moins accessibles. Et on peut espérer que petit à petit, les CPM augmentent. Ouais. Et c'est ça. C'est un pari un peu vertueux. Ouais, et donc, nous, notre vision, alors il faut tenir, c'est dur à court terme, voilà. Mais arrêtons ces sujets de volume, arrêtons ces sujets qui tirent à la casse le prix des inventaires, et misons sur la qualité, misons sur la régulation, et dans ce petit monde, peut-être que les CPM réussiront à monter. Ouais. Et vous essayez un peu d'être à cette initiative, en tout cas de montrer le bon exemple, d'être un peu fort là-dessus. Oui, alors je n'ai pas regardé tout le monde, mais tu vois, dans la PQR, on est 3 à avoir, et encore c'est insuffisant, à avoir baissé de 800, pour rester sur cet exemple, de 800 à 150. Et on est en train d'en parler entre nous au travers de la régie nationale qui s'appelle 366. Ouais. Pour vous discutez beaucoup de ça là-bas. Elle soit un peu le gardien du temple quelque part et qu'elle, petit à petit, elle avance dans une direction plus raisonnable. C'est bien, mais il y a du chemin encore. Ah oui, mais il ne faut pas s'étonner de ça. On est rattrapé par des années d'abus, des pratiques qui ont été un peu exagérées chez certains. Et voilà. Très clair. C'est un sujet qu'on évoque et qu'on continuera d'évoquer, effectivement, pour voir comment tout ça évolue. Je vais revenir une seconde sur le positionnement éditorial de Ouest France. Tu l'as dit, il y a beaucoup de questions, il y a plein de sujets et je profite vraiment de t'avoir parce que c'est hyper intéressant. On a dit, voilà, vous êtes un média national, local, ou entre les deux, nat local. Comment se fait chez vous l'arbitrage dans les news entre ces différentes échelles, le mix news que vous faites là-dessus? Est-ce que vous cherchez à aller vers de l'international? Enfin, tu vois, je pense qu'il doit y avoir des belles questions là-dessus. Et comment est-ce que vous avez fixé dans le marbre un peu ce mix de news? Alors, effectivement, on est parti, on avait beaucoup de local. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup de local. On publie à peu près 1700, 1800 articles par jour. Et t'en as... C'est intéressant comme de le redire comme ces volumes, 1700, 1800 contenus par jour. Alors, c'est toute taille. Oui, tu as des brefs. Voilà, exactement. Et en local, tu as parfois des brefs parce que tu vas pas faire un roman sur une info très, très hyper locale. Et donc, sur le national, on est plutôt autour de 200. Je parle de mémoire. Mais lorsqu'on a... Alors, encore une fois, notre positionnement éditorial, c'est d'être... notre baseline, c'est de la commune au monde. Donc, là aussi, ça veut tout dire. Donc, on veut être présent sur la locale, c'est l'ADN, sur le national et sur l'international. Parce que sinon, tu ne comprends pas le monde, tu ne comprends pas ce qui se passe si tu n'es pas fort sur les droits. Ouais. Alors, c'est sûr que, pour parler du monde, le monde a beaucoup plus de contenu que nous, par exemple, sur l'Ukraine. Mais si tu regardes les contenus Ukraine sur Ouest France, je trouve que c'est très riche. Il y a de quoi satisfaire 80% des lecteurs, largement. Oui, ça peut être ton abonnement principal Ouest France, voire unique. Alors voilà, c'est là que je venais. Donc en couverture, on essaye d'être présent de la commune au monde. Et c'est comme ça qu'on fait une audience très large. Et c'est pour ça qu'on a pris une décision, lorsqu'on a lancé les cadenas sur le site, la monétisation. Ouais, le paywall. Comme on voulait de l'audience et des abonnés, il n'y a pas de miracle. Si tu mets des cadenas partout, à un moment donné, ton audience, elle va commencer à plafonner. Ouais. Et donc, on a fait un choix assez segmenté, différencié. La locale est fortement monétisée, parce que là, on a des contenus à nous, exclusifs, peu de concurrence. Mais pas que monétisés pour ne pas frustrer totalement. Donc, c'est à peu près 30%, tu vois, des contenus qui sont payants. Et sur le national et international, c'est très, très majoritairement gratuit. Okay. Et c'est comme ça que, on arrive à faire audience-abonnement. Et puis cette vision qui oppose l'information générale et l'information locale, c'est une vision très interne. Le lecteur, du moment qu'il a une bonne info, qu'elle soit nationale ou locale, c'est intéressant. Donc les deux jambes, si je les appelle comme ça, se bonifient l'une l'autre. Et s'alimentent. Et effectivement, en
2014, on était quasiment à 0 abonnés numériques. Et aujourd'hui, on en a 160 000. On était à 30 millions de visites, on est à 160 millions. Donc, voilà, donc on a montré, et on a montré aussi à nos confrères qu'on pouvait avancer des deux côtés. Ouais, et que ça marchait. En parlant des confrères, tu as dû voir dans la PQR, certains ont mis en place dans les rédactions du journalisme de solutions. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, Nice Matin notamment, qu'on cite souvent là-dessus, est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous vous situez sur ces sujets-là ou pas du tout? On y est, et on y est aussi... en fait, souvent on parle de contenu, mais on estime que le service est quelque chose... service de proximité. Très important. Tu vois, je discutais avec, c'était pas Nice Matin, mais avec mon collègue de La Dépêche, un de leurs meilleurs papiers en monétisation, c'était où trouver des places gratuites à Toulouse. Quoi. Mais c'est normal, c'est un vrai service. C'est un vrai service, les gens se posent la question. Voilà. Donc là aussi, il y a une hybridation contenu et service qui est très importante. Et nous, ce qu'on a énormément travaillé, avec une belle réussite sur le sport, c'est ce qu'on appelle un peu les formats longs et autres. Alors, pour la petite histoire, on avait voulu, il y a quelques années, lancer un journal numérique sur le sport. Donc, on voulait être le deuxième journal numérique après l'équipe. Alors, on a été le deuxième. C'est toujours un beau challenge. Ouais, alors, on a été le deuxième parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, ça, on a réussi. Mais en nombre d'abonnés, c'était assez limité, on va dire. Et donc, à l'équipe, on leur a dit, on arrête ça. Comme quoi, il faut accepter aussi de se tromper, parfois. Et ça fait partie de Donc, on leur a dit, on arrête. Mais par contre, vous allez faire des contenus à format long, et on va aller chercher avec ces contenus-là à la fois l'audience et l'abonnement. Ouais. Et on a fait un carton. Et ils ont développé une patte avec... Alors, c'est des formats très riches, avec des histoires sur Pinot, par exemple, pour te prendre un exemple, célèbre cycliste. Donc, des choses assez exclusives. Et de toute façon, c'est remarquable. Ils ont développé à la fois l'audience et l'abonnement. Et l'abonnement grâce à ça. Donc voilà, donc il faut être un peu tenace. Et tester des choses. Donc sur l'éditorial, on a notre positionnement historique et après, on teste des choses sur des thématiques. Donc le sport, c'est 70 journalistes, donc c'est une grosse rédaction sportive chez nous quand même. Et puis on teste des choses sur des thématiques, parfois en partenariat. On a fait un partenariat avec le magazine Lire pour venir enrichir l'abonnement chez nous et puis partage de valeur avec eux, bien sûr. Mais, donc voilà, on teste des choses. Et vous avez testé d'autres formats aussi, newsletter, podcast, vidéo. Alors, on a testé, en fait, je crois qu'on était les premiers en France. On a lancé une édition du soir en 2014. Là, l'idée, c'était de créer un deuxième rendez-vous. Alors là, on a rêvé. On pensait que hors zone, tout le monde allait se l'arracher. Ça n'a pas été tout à fait ça. Mais en fait, on s'est aperçu un peu plus tard que les abonnés numériques qui étaient aussi print, finalement, le PDF dont tu parlais tout à l'heure, ils ne le lisaient pas tous les jours. Et même si tu payes quelques euros de plus pour le numérique, si tu ne l'utilises pas tous les jours, petit à petit, tu as du churn, tu te désabonnes. Ouais. Et donc là, on a fait un virage, et on a dit, on va mettre l'édition du soir dans le pack numérique, et ça a fonctionné. C'est devenu le produit, le rendez-vous, le produit le plus lu. Voilà, il y a 10 jours, on a fait 4 millions de pages vues sur une journée. Donc c'est vraiment un gros lectorat. Et ça nous a permis d'être vraiment le produit phare anti-churn. Et il se présente comment, cette édition du soir? C'est une vingtaine d'articles. Qui sont packagés d'une certaine PDF, manière. C'est quand même éditorialisé, tu as une lecture... Il y a un chemin de fer, mais c'est de l'actu, parce qu'on ne se refait pas, mais pas que. Il y a des jeux. Le soir, tu as envie... Dans le numérique, et pas que d'ailleurs. Puis on sait que ça marche bien les jeux aussi. Des quiz sur l'actu, c'est pas dire que des mots fléchés, ça peut être aussi sur l'actu. Et puis il y a un côté un peu mag. Et c'est comme ça, c'est là aussi cet équilibre actu qu'on appelle chaude dans notre jargon, mag et jeu, à trouver son lectorat, à toute sa place dans l'offre numérique. Donc là, on a innové en termes de format. C'est pas un PDF, c'est plus interactif. La forme est un peu plus... C'est quoi, sympa. Par curiosité, en techno c'est de l'HTML. En fait, c'est une liseuse, mais c'est une liseuse HTML5 à l'époque, et donc qui permet de faire plus de choses. Qui est un peu plus... Donc on a fait ça, et puis après, tu posais la question sur les podcasts. Comment la rédaction s'empare de tout ça, quelle liberté elle a de tester, ce qui marche. On encourage l'innovation un peu partout. L'innovation, ça ne se décrète pas dans un service ou dans une équipe. L'innovation, ça doit être partout, ça doit se diffuser. Donc, on les encourage. Et puis souvent, quand il y a des initiatives, c'est sur la base du volontariat. Et puis la mayonnaise prend. Et puis petit à petit, on y arrive.
Et en fait, notre vision d'aujourd'hui et de demain, c'est que de plus en plus, il va y avoir une convergence des supports, ou des médias. Donc, l'écrit, Patrick Drahi avait une bonne vision. ouais. L'écrit, l'image, l'audio. Donc de la vidéo, on en fait beaucoup. On a passé aussi des partenariats avec des télés locales pour avoir plus d'images et aussi du live. Il y a une télé locale dans le groupe, je crois. On est actionnaire de 2 télés locales, Ouais. Nantes et Rennes. On n'est pas majoritaire, mais on est actionnaire. Mais surtout, on a des synergies éditoriales. On se déplace sur le terrain ensemble. D'accord. Alors, eux font de la captation comme des pros. Et, voilà. Et puis nos localiers font aussi de la vidéo, bien sûr, avec des outils qu'on a rénovés. Et sur l'audio, on a lancé des podcasts là, depuis 2-3 ans. Et sur ces secteurs qu'on ne maîtrisait pas, évidemment, aussi bien que l'écrit, on a investi. C'est-à-dire qu'on a racheté des sociétés. Donc, sur la vidéo, on a racheté une société qui s'appelle Digiteka, dont le métier, c'est la vidéo. On a racheté une société dans l'audio qui s'appelle Saoti. Ouais, plateforme de podcast et de live, notamment. Et puis, plus que ça, alors c'est un peu douloureux, mais qui fait le streaming du procès du Bataclan. Là, il y avait des exigences de sécurité, évidemment énormes, de confidentialité et autres. Et de marquage en marquage audio pour empêcher les fuites, etc. Exactement. Et c'est Saoti qui assure la prestation pour la chancellerie. Effectivement, le sujet est lourd, mais d'un point de vue déploiement et techno, c'est fantastique. Ouais, c'est unique. C'est une super référence. Ouais. Donc voilà, on va sur ces 3 axes et on est vraiment convaincu qu'il y aura convergence. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, quand tu regardes les audiences, aujourd'hui, nos concurrents, certes, c'est Le Figaro, Le Monde, mais c'est aussi BFM, c'est aussi France Info. Donc les médias, maintenant, se télescopent quelque part, en tout cas dans l'univers concurrentiel. Pas de radio encore ? Si, on a des radios. Si, il y a des radios. On a des radios, alors plutôt musicales, donc qui font partie des indés radios. Donc on a 3 radios. Et là, de plus en plus, on regarde, alors elles sont musicales, donc les synergies sont un peu plus... Oui, peut-être un petit peu moindre, mais tu as forcément aussi des infos, tu as forcément... Voilà, exactement. Donc on est en train de travailler avec elles. C'est pas que la musique, quoi. Pour dire, aujourd'hui, vous voyez l'info locale comme une contrainte, finalement, du CSA, de l'ARCOM. Peut-être que c'est une opportunité, là aussi. Bien sûr. Et essayer de faire un peu plus d'info locale pour développer des synergies avec Wessence. Quand tu prends un peu de recul, c'est quand même assez fou. Hein. Enfin, comme tu le dis, en fait, vous êtes en concurrence, mais même positive, mais avec TF1, avec Radio France. C'est fou de se dire quand même qu'un média de PQR à la base, tu vois, aujourd'hui, en fait, vient être en compétition sur tous les supports. Quoi. C'est à la fois vertigineux, tu vois, de te dire, en fait, on doit être sur tous ces terrains-là, on doit pas louper quelque part de choses. Alors, c'est passionnant, ça c'est sûr. Au quotidien, c'est sûr. 2, après, il faut les reins un peu solides. C'est que, en fait, la chance que l'on a chez Ouest France, c'est qu'il y a une capacité d'investissement qui est là. Ouais. Et tu vois, souvent on dit le numérique, c'est pas cher. T'es bien placé. Et toi et moi, je pense savoir que évidemment, c'est de l'investissement permanent. En amortissement annuel, c'est le prix d'une rotative. Tous les ans qu'on met sur l'IT. Chaque année, le prix d'une rotative que vous mettez sur l'IT. Mais c'est intéressant comme ordre de grandeur. Pour parler en euros, c'est au-dessus de 10 millions d'amortissement tous les ans. Donc c'est colossal. Donc non, c'est de l'investissement. Il faut les moyens. Il faut effectivement. Et il y avait un éclaircissement dans les médias, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'abonnés dans la période Covid. Et puis, pas de chance, on l'évoquait tout à l'heure, le coût des consommables nous rattrape. On va trouver un chemin. Le double effet qui se coule, quoi. Ça, c'est un peu... Mais oui, bien sûr, évidemment, il va y avoir un chemin. Et je pense que si tu regardes par rapport à il y a 10 ans, beaucoup de chemin déjà a été parcouru. Tu parlais de recrutement des journalistes, tu l'as pas dit ici, mais vous recrutez des journalistes, ce qui prouve un dynamisme quand même des médias, une nouvelle attractivité, c'est reparti, quoi. Non, on n'est pas très connu, parce que souvent comme ça, la France a souvent un prisme, je te dis pas ça pour toi. J'habite à Bordeaux. Ça va. Un prisme parisien, c'est classique, j'avais la même chose dans la banque. Et pour te donner une anecdote, la première fois, je suis allé déposer un dossier au FINP, c'est le fonds Google. Ouais, pour France Live, ça allait être... Non, c'était pas pour France Live à l'époque, c'était pour Ouest France, c'était sur l'édition du soir. Et je n'aimerais pas son nom, ce serait méchant, mais la personne qui gérait ce fonds, je lui présente le dossier, et sa conclusion, c'était c'est incroyable, il y a de l'innovation dans la PQR. Là, tu te rends compte de ce que tu dis, quoi. Et donc, c'est vrai que souvent en France, on a du mal à imaginer qu'il y a des talents, de l'innovation, des choses en région. Mais
la réalité, c'est ça. Il y en a partout. Enfin, il n'y a pas de raison de... Non, mais t'as raison. Il faut se le dire. C'est même pas du snobisme, mais c'est tellement concentré déjà le média en France qu'en fait, à part la PQR, la PHR et quelques pure players, c'est quand même très Paris. Donc c'est vrai que tu dis Ouest France, bon c'est pour les Bretons, j'exagère. Ouais. Alors que quand on parle là, tu vois, on voit, mais en fait, il y a de l'innovation à tous les étages, les résultats sont là, on est sur des gros volumes, premier quotidien. Enfin c'est. Bon, après, il faut être humble. Hein. C'est pas, la partie n'est pas gagnée. Et puis dans n'importe quel métier, elle n'est jamais gagnée. Hein. Mais le média, c'est quand même compliqué. Donc il faut rester très, très humble et très réactif. Exactement. Tu parlais rapidement de diversification, tu as parlé de pas mal de choses, mais qu'est-ce que les autres services vous proposez aux utilisateurs, abonnés, en dehors du média, si tu as d'autres choses que tu n'as pas citées Parce qu'on parle souvent, dans les modèles économiques, la diversification, c'est important, donc des fois, il y a des codes promo, d'affiliation, vous avez des choses qui marchent bien comme ça dès là. Alors, il y a eu 2 temps. Historiquement, et on l'est toujours, on est présent sur les petites annonces. Et on est toujours présent sur l'emploi, l'auto et l'IMO. Et proportionnellement, ça marche très bien sur l'IMO, à tel point que dans la région ouest, on est encore leader. Hein, donc, devant devant le fameux. Et donc voilà, mais ça, c'est ancien. Et plus récemment, on s'est diversifié dans l'exemple que tu prenais, notamment, parce qu'on s'est rendu compte, parfois, tu as un actif, une pépite devant les yeux, et tu ne la vois pas. Hein, c'est classique. Et en fait, la pépite que l'on avait et que l'on a, c'est le SEO, c'est le référencement naturel. Quand tu as des volumes qu'on a évoqués de contenu, c'est que du bonheur. Ouais. Et en fait, on cherchait... Alors pour la petite histoire, à l'époque, on avait une filiale d'assurance. Tu parles de diversification, on avait un courtier en assurance. Bon, puis on ne s'en fait pas, moi je venais un peu de ce secteur-là. Ouais, donc, tu vois bien les synergies. Voilà, donc on essayait de faire des choses avec eux et de passer de la publicité à de l'achat, de la vente de contrats d'assurance. Du lead, quoi. Trouver des vrais leads qualifiés, performants, du ROI. Quoi. Ouais. Et quand tu réfléchis, c'est indispensable. L'avenir de la pub, si tu ne fais pas ça... la pub n'a pas d'avenir. Parce que dans le numérique, ce que tu cherches, c'est certes de la notoriété, mais tu cherches de la perf. Oui, et le numérique, tu peux le mesurer, le traquer, etc. Donc on cherchait ça, et donc comme d'autres, je crois que le Figaro, à une époque aussi, avait un courtier en assurance, et on essayait de passer du contenu à la vente. Et avec plein d'efforts, toute la créativité, mon record, ça a été une vente sur un mois. Donc, voilà, un vrai succès. Bravo. Et donc on était vraiment frustrés. Et un jour, on rencontre une boîte qui nous dit « Mais c'est normal, ça ne peut pas marcher votre truc, vous n'êtes pas dans l'instant d'achat. » Et il avait raison. Je suis en train de lire un truc sur un détecteur de fumée, je ne suis pas en train de chercher à assurer ma maison. Quoi. Ouais. Donc effectivement, ça ne marchait pas. Et lui dit « Mais je vais vous proposer un truc qui va cartonner. » Et effectivement, il m'a proposé d'héberger des codes promo sur la plateforme Ouest France. Et on est devenu un des leaders en France des codes promo. C'est marrant, quoi. Et après, on l'a fait sur les bons plans, on l'a fait sur d'autres choses. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est quand tu vas dans le numérique, tu transposes le physique, et il faut le faire parce qu'à un moment donné, ça doit être cohérent. On ne va pas avoir une charte éditoriale différente entre le print et le numérique, c'est pas possible. Mais en même temps, il faut réfléchir à inventer des business models qui soient différents. Ouais. Et bien comprendre où sont tes assets. Et le principal que l'on a, c'est le SEO. Donc il y a encore, je pense, plein de choses à imaginer autour du SEO. Ouais, c'est clair. Vous avez des choses justement, des choses en tête que vous voudriez tester ou En ce moment, on teste. Alors, avant de te répondre, on a fait autre chose qui a très très bien marché. C'était notre directeur marketing qui a poussé ça. Alors, il n'aimerait pas que je l'appelle comme ça. On a fait un programme de fidélité, mais plutôt que d'offrir des places de cinéma, des places de foot, enfin, ce qu'on fait aussi. Hein, mais c'est dit, on va faire vivre des choses uniques qui ne s'achètent pas à nos abonnés. Des expériences. Des expériences. Et tu vas leur faire visiter avec la maire de Rennes le métro. Tu vas les emmener avec des médecins à un colloque sur la désertification médicale en centre-Bretagne, etc., etc. Et ça a été, pour le plagier, ça a été une boucherie. et en fait, on a créé un lien incroyable avec nos abonnés. Et on a créé des belles histoires qu'on raconte dans le journal.
Ouais, parce que ça, c'est vertueux, parce que tu crées du contenu, tu le filmes, tu enregistres, tu t'écris dessus. Voilà. Donc ce dispositif qui s'appelle Laplace, donc a été quelque chose qui nous a rapprochés, qui a fait passer le numérique au physique, ce qui est toujours fondamental. On cherche toujours le numérique. Personne n'est monocanal. Donc ça nous permettait de refaire un lien avec le monde physique, de fidéliser davantage encore nos abonnés, et en même temps d'alimenter le journal. C'est hyper vertueux. Et sinon, dans les sujets qu'on regarde, autour des abonnés, ça peut être, tu vois, autour des cartes cadeaux. Il y a des choses encore à faire, peut-être dans le cashback. C'est des activités pas très éloignées finalement des codes promo. Non. C'est donc des programmes un peu différents. Encore des choses qu'on peut faire. Puis c'est vrai, quand tu as un SEO comme ça et des volumes comme ça, tu peux tester plein de choses. Tu vois, on travaille beaucoup avec les associations et on a un partenariat avec une start-up qui s'appelle Hello Asso. On est une magnifique start-up et on essaye de faire avec eux de la billetterie. Si tu cherches à acheter, je sais pas moi, un ticket pour un tournoi de foot, pourquoi tu l'achèterais pas chez West France, en fait, ce qu'on veut, c'est développer le réflexe. Tu cherches quelque chose en proximité, tu dois avoir le réflexe d'aller sur notre plateforme. Et donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on l'a, ça c'est un peu original dans le décor, on l'a ouverte à d'autres marques, d'autres partenaires. Donc notre plateforme westfrance.fr, aujourd'hui, tu as une quarantaine de marques dessus, qui peuvent être des marques internes. C'est une plateforme, quoi. C'est plus un site. Et aussi des gens, des startups qui nous appellent, qui nous amènent des contenus qu'on n'a pas ou des services qu'on n'a pas, pour développer ce réflexe. Et plus tu auras le réflexe, plus j'ai une chance un jour de te vendre quelque chose. Ça c'est clair, c'est intéressant ça, cette vision en fait un peu en plateforme avec les marques, l'ouvrir, et puis c'est très un bénéfice mutuel quelque part. Ils ont un service, vous avez de l'audience, tout ça se parle, bonne intelligence. Je prends le partenaire le plus ancien qui s'appelle Odélis, comme son nom l'indique, qui fait des contenus autour de la cuisine. Eh bien, elle est venue en sous-domaine chez nous, elle a développé ses audiences, elle a développé ses revenus, et on lui fait du conseil sur le réglementaire, sur le SEO, etc. C'est que du bonheur des deux côtés. Et ça marche. Super. Avant de parler, j'ai encore pas mal de sujets, mais je voulais parler de France Live. Parce que c'est ça, je pensais qui avait été financé par, tu parlais du FINP qui était le premier fonds Google. Non, France Live, ça a 1 an, donc d'accord. Même, donc c'est tout récent. Ok. Voilà, t'en es le directeur de la publication, j'ai vu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de France Live ? Alors la première chose, mais on y reviendra peut-être après, c'était dans un contexte aussi de droit voisin. Donc on voulait voir avec un agrégateur ce que certains agrégateurs sont capables de faire en termes de circulation d'informations, en termes de connaissances, en termes de publicité. Et pourquoi je fais la référence au droit voisin, c'est que si on arrivait à rendre cet agrégateur puissant, c'est une façon alors c'est prétentieux, mais de se décorréler beaucoup de Google. De Google News. Oui, Google News, voire Google au sens large. Et ce qu'on trouvait triste, c'est que, en tout cas, on ne l'avait pas identifié, à aucun moment, les médias français s'étaient mis ensemble pour faire un projet commun. J'ai pas en tête, dans les pays nordiques, ils ont fait une sorte d'outbrand ensemble. Je ne sais plus le nom, mais peu importe, avec une start-up. Et en France, je n'ai pas vu ça. Donc je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'on se met dans les pattes des GAFA, on se met des liens avec des gens comme Taboola, etc., alors que c'est des choses qu'on pourrait faire collectivement. Donc c'était l'autre dimension. Puis la troisième, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui dans le groupe 3 plateformes assez fortes. Donc West France, on en a parlé, mais on a aussi avec Rossel 20 minutes. Et on a aussi Actu.fr de Publihebdo, de PHR. Exactement. Et j'allais t'en parler, parce que est-ce que c'est pas Actu.fr, l'agrégateur, donc pour rappeler, qui est la plateforme numérique qui regroupe tous les titres de Publihebdo, des hebdos. Donc 90. Qui a un super nom de domaine, par ailleurs. Actu.fr, c'est fou. Ça, c'est sûr. Salut Benoît et puis ils ont fait un super boulot, c'est-à-dire qu'ils sont partis quasiment de zéro, et aujourd'hui... ils sont dans les... 80 millions de visites. Ils sont dans tous les classements. C'est chouette, il est très belle dynamique. Et en fait, on s'est dit, non, pour l'instant, il y a 3 plateformes qui ont leur dynamique. On va pas casser ça ou changer ça. Donc elles avancent tous les 3, et on va, avec cet agrégateur, France Live, faire circuler l'information entre les 3. Donc créer une sorte de surcouche. Et donc on a décidé ça il y a une petite année. Et là, on est dans la phase, c'est un peu notre start-up. Donc on pivote, on essaye. On n'est pas encore dans la phase où on peut dire c'est un succès.
Mais pour te donner un chiffre, le mois dernier, on a fait 4 millions de pages vues. Donc C'est pas non c'est pas plus beaucoup, anodin. mais c'est pas anodin. Non, Donc il y a quelque chose. donc il y a quelque chose. Et c'est ouvert à quel titre aujourd'hui? Alors pour l'instant, on l'a ouvert. Il fallait qu'on arrive à caler le SEO. Le vrai sujet, c'est ça, c'est comment, sur ce qui s'appelle des snippets, puisqu'on demande des articles courts à nos partenaires, comment arriver à avoir suffisamment de SEO pour faire beaucoup d'audience. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à craquer. Et donc pour l'instant, on le teste avec les médias du groupe. Et dès qu'on aura trouvé le chemin, là aussi, on va l'ouvrir. Donc on a eu déjà plus que des marques d'intérêt, hein, des accords de grands magazines, voilà, presque tous. D'accord. On a eu des marques d'intérêt dans la PQR et autres. Pour l'instant, on a mis tout ça un peu en sommeil, en Pour gel. avoir un bon produit. Pour avoir un produit qui ne soit pas déceptif le jour où ils viennent. Donc Ouais. on est à 4 millions de pages vues, c'est pas rien. Pour être crédible, ma vision, c'est qu'il faut qu'on double ou triple à peu près ce volume-là. Donc on a encore un petit chemin à faire, un peu seul. Il y a combien de personnes qui travaillent sur France Live? Très peu. En fait, il y a 3 journalistes, un chef de projet et puis une personne qui cherche des partenaires et un Ouais. community manager. Donc c'est 6 à peu près. Ouais. Donc c'est tout petit. Ouais, c'est une petite startup quoi, Ouais. en interne. Donc voilà, on savait, hein, ça ne serait pas tout droit. Donc on itère, mais ouais, ça progresse. Ça progresse. Et donc tu disais, effectivement, c'est un peu ambitieux parce que bon, ça va marcher sur les plates-bandes de Google. Mais enfin, Ouais, une petite miette de Google, ça me suffit. Hein. Ouais, bien sûr, ça, ce serait déjà un beau succès. Mais c'était plus la transition, parler un peu des GAFAM, du réglementaire. On en a parlé un petit peu RGPD, on a parlé un peu de droit voisin. Quelle relation West France a avec les GAFAM? Alors, Ouais. Google et Facebook, principalement, les autres ne posent pas de problème, entre guillemets. Est-ce que vous avez des rapports directs? Est-ce que les droits voisins, est-ce que vous avez signé ces fameux accords avec Google en direct? Est-ce que tu peux en parler? Ouais, je peux en parler, ouais. Alors la première chose, pour peut-être prendre un peu de recul, Ouais. c'est peut-être le plus gros sujet du moment. Alors pas les droits voisins, mais les GAFA, parce que ils ont atteint une telle puissance, alors je t'apprends rien, dans les contenus qu'ils proposent, dans la pub, La captation, la cannibalisent, valeur. que c'est un gros problème. Et on peut le résumer par une chose, c'est en fait ça provoque une désintermédiation des médias. Et ça, c'est super dangereux parce que quand tu es désintermédié totalement, c'est pas le cas aujourd'hui, finalement, tu captes la valeur de la production du contenu, mais plus de la diffusion du contenu. Ouais. Et tu n'as plus la relation avec l'abonné ni avec le lecteur. l'annonce. Si tu vas sur Google Subscribe, pour prendre un exemple, tu perds 80% de la relation. De la data. Et de la data. Alors je dis 80 parce qu'ils en donnent un peu, mais bon, bref. Et Tu sais exactement ce qu'ils donnent dans... ils donnent le mail. Ils donnent le mail, Ouais, c'est tout. ouais. Et donc ça, c'est... Alors ils nous ont un peu désintermédiés sur l'audience, on l'évoquait tout à l'heure. Le risque serait qu'ils nous désintermédient aussi sur l'abonnement. Et là, tu es complètement cadenassé quelque part. Alors Et là, vas-y. en fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu raisonnes que court terme, tu te dis, il faut y aller, parce qu'ils ne sont pas mauvais, hein, objectivement. Donc, ça va se faire. Ouais. Donc, tu as intérêt, si tu raisonnes court terme, d'y aller. Mais si tu te projettes à 3-5 ans, si tu es complètement cadenassé, complètement fidélisé, tu es que producteur de contenu, ton destin, tu ne maîtrises plus rien, quoi. Ouais. Donc, nous, on est plutôt dans cette vision de moyen terme. Donc, on est très prudent. Le deuxième truc qui me gêne, alors je suis un vieux de l'informatique, hein, donc j'ai connu les grandes périodes d'IBM, c'est que je trouve, surtout chez Google, que cette position dominante, parce que c'est ça, fait qu'ils respectent de moins en moins leurs partenaires. Et notamment les partenaires de contenu que nous sommes. Je te donne un exemple qui est quand même assez incroyable. On rencontre, c'était pas pour négocier, c'était pour avoir de l'information sur les droits voisins, 2 personnes dirigeantes de la filiale française qui nous expliquent pourquoi ils nous proposent telle somme et nous on estime que c'est pas à la hauteur de ce que valent nos contenus. Et je leur pose une question en disant mais en plus là vous nous parlez de pub et vous avez la data. Et leur réponse, en me regardant, c'est dire la data, de quoi vous parlez? Google, jamais on utilise la data. Et là tu te dis, alors je ne prendrai pas les mots parce que ça serait pas des mots sympathiques. Tu te dis, là, vraiment, ça va pas. Et au-delà, ça va pas, c'est clairement un moment où tu te dis, ils ne me respectent pas. Et ça, c'est pas bien. Ouais. Et IBM, c'est pour ça que je faisais le parallèle, Et... à un moment donné, était un peu comme ça. Et ils se sont fait sortir du marché.
Et alors, ils sont revenus depuis, mais ils se sont remis en cause, ils se sont transformés. Ouais, ils se sont transformés. Et je trouve que Google a besoin de ça. Alors, pour être un peu tarte à la crème, espérons que le Web 3 chamboule un peu. C'est censé, en tout cas, être une des propositions de valeur du Web 3, effectivement, revenir vers remettre de la valeur vers les créateurs de contenu. La centralisation qui a amené le Web actuellement vers quelques acteurs, et essentiellement les GAFA, c'est un gros problème. Et on pourrait pousser le sujet même plus loin. Ça pose une question sur les libertés. Ouais. Parce que finalement, ces acteurs-là créent une addiction. Oui, qui est embêtante. Oui, effectivement. Je reviens une seconde sur Subscribe with Google. Forcément, ces questions d'être main liée, etc., de perdre de la data, des groupes se la sont posées. Le Monde, tu vois, ils sont bons. Ils sont bons sur le produit, ils sont bons dans leurs équipes. Ils y sont allés. Est-ce que c'est juste pour prendre un gros chèque au départ, ou est-ce qu'ils ont des deals spéciaux? J'essaie de comprendre, et c'est vraiment très candide, c'est pas, on va pas se cacher, c'est des montants importants qu'ils donnent, et ça permet de payer des salaires, ça permet de payer de l'innovation, et à un moment donné, tu réfléchis, mais Le Monde, par exemple, ils ont les reins solides aussi, comme vous, Ouest France, ils peuvent s'en passer. Oui, sans doute, mais alors, je pense qu'il y a un peu de... C'est un peu prétentieux de ma part, mais il y a un peu de vision court-termiste et moyen terme, comme je te l'évoquais. Et je pense qu'il y a un autre élément qui rend le sujet compliqué, et c'est ce que je disais un peu aussi, c'est que Google, c'est un champion. C'est un vrai champion. Et quand tu es un acteur économique à une dimension, on va dire, raisonnable, il faut travailler avec les champions. C'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu avances. Et donc, on a envie de bosser avec eux. Ce qu'on leur demande, c'est des deals équilibrés, et avec un partage de valeurs sain. Il faut se battre, en fait. Et à l'heure où on parle, c'est Ouest France qui parle, on estime que c'est pas ça. Que vous n'y êtes pas encore. Ouais. Donc en fait, c'est ça, il faut leur parler, mais il faut se battre et défendre ses intérêts. Sans donner de montant, parce que c'est compliqué de donner des montants, mais nous, on pensait et on pense toujours que les droits voisins étaient finalement un sujet tellement important que ça pouvait être un troisième pilier dans le business model. Ah oui. Tu vois, il y a les contenus, il y a la pub, il y a beaucoup moins les petites annonces. Malheureusement, mais il y aurait pu y avoir les droits voisins. C'était ça notre vision, parce que ces gens-là brassent de tels milliards que même des miettes, c'est significatif dans un Et puis il y avait des études de cabinets de consulting renommés qui ont fait des chiffres en centaines de millions pour le marché français. Et donc c'est pas ça aujourd'hui, et c'est dommage, parce que c'est ça vaut ça. Ouais. Et bon, voilà, on va dire que Google est des bons négociateurs, et Le Monde, je les comprends, ça peut être un chemin, parce que travailler avec des champions, ça te fait avancer. Ouais. Et nous, on rajoute une autre dimension qui est dans un contexte le plus équilibré possible. Ouais. Faut négocier. Il faut être. Après, c'est dur. Hein. Ouais, bien sûr. T'es un nain face à eux, mais. Et puis après, il faut tout négocier. Tu vois, ils ont assez tendance à s'approprier les contenus, et puis pourquoi pas dire le contenu, je te le transforme en text-to-speech parce que je suis Google. Non, un contenu, c'est inaltérable. Un contenu rédactionnel, déjà, c'est soumis à des droits d'auteur. Et au-delà de ça, le transformer de façon automatique en audio, il peut y avoir des scories, il peut y avoir des incompréhensions. Tu ne fais pas ça comme ça. Non. Donc nous, on est vigilants sur tous les aspects du modèle économique qu'on veut équilibrer jusqu'à ces aspects-là de touchez pas à nos contenus, quoi. Non, mais c'est très clair. Et c'est passionnant parce que ça dure depuis des années, ces discussions, et puis un coup de fonds aussi, de financement, et je pense qu'aussi il faut y aller parce que ça permet quand même de financer aussi plein de dossiers. Donc c'est vrai que c'est une relation quand même, je t'aime moi non plus, qui est... On est un peu schizophrène. Hein. Ouais, il y a une certaine schizophrénie, il y a les freins qu'il faut assumer, je pense. Les freins que je viens de t'évoquer, à l'inverse, on l'a dit, c'est un vrai apporteur d'audience. Ils ont des outils fantastiques. Ils ont des bons outils, et ils participent à de l'innovation aussi. Donc ça, il faut reconnaître ça. Ouais. Mais bon, c'est pas pour encore un ou deux points. Voilà, exactement. On peut faire mieux. Super. Écoute, je voudrais juste maintenant un peu élargir l'horizon sur pour conclure cet épisode, sur comment tu vois un peu l'avenir de la presse locale en France. Alors, peut-être quand même la question que j'ai pas posée, on l'a juste évoquée, entre 20 minutes, Actu.fr et Ouest France. J'essaie un peu peut-être pas de te provoquer, mais à une époque, on aurait pu dire 20 minutes, un gratuit national, Ouest France, quotidien régional, Publi Hebdo, Actu.fr, donc presse hebdomadaire régionale.
Est-ce qu'aujourd'hui, comme on dit qu'en fait vous grossissez et on touche des audiences et qu'il y a une convergence des médias, il n'y a pas une concurrence? Est-ce qu'à terme, il n'y aurait pas une fusion des titres? Alors bon, j'imagine que tu vas pas me dire oui, mais est-ce que c'est pas plus vous vous développez, est-ce qu'il n'y a pas plus de concurrence? Encore une fois, les trois progressent. Bon, en audience. En audience. Sur le marché publicitaire, c'est plus compliqué, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison, encore une fois, de casser quelque chose qui fonctionne. Non, bien sûr. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment éviter qu'elle soit frontale, c'est ce que tu dis. Donc faisons circuler l'information entre les trois. France Live peut être un sujet technique de circulation entre les trois, et on se renvoie du trafic concrètement. Et après, en fait, ce qui est important, c'est qu'on essaye d'éviter de plus en plus les doublons. Je te prends l'exemple le plus facile, et puis il est dans 2 ans. S'il y a les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, et on sait que c'est le cas, ça sera dommage que Ouest France envoie 3 journalistes, Actu 4 et 20 minutes 6, pour aller voir... Pour traiter la même épreuve. Je sais pas quoi, le 100 mètres, voilà, ça n'a pas de sens. Donc là, on essaye d'éviter ces doublons. Mais après, les 3 médias n'ont pas la même charte éditoriale. Les 3 médias n'ont pas de façon très ciblée les mêmes lecteurs. Tu prends 20 minutes, c'est plutôt du jeune actif, urbain. Ouais. Nous, c'est tout le monde. Ouais, c'est tout le monde. Donc, il faut faire attention. Ça peut être une bonne idée de dire, on pourrait fusionner, mais dans les faits, tu ne t'adresses pas aux mêmes et ce n'est pas la même façon de leur parler. Et dans une même plateforme, d'avoir plusieurs tons, c'est compliqué, quand même. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, pour te prendre un exemple récent d'innovation et qui est plutôt sympa, le fait d'être séparé permet des innovations très ciblées de l'un ou de l'autre. Là, la semaine dernière, 20 minutes pour revenir au Web3, a lancé des NFT. 20 minutes. Extraordinaire. Tout a été vendu. Je vais avoir Laurent Beignet très prochainement pour venir en parler. En 2 jours, c'est chouette. Et ça colle parfaitement à l'identité de 20 minutes, parfaitement à leur lecteur. Et si ça avait été noyé dans une plateforme gigantesque, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Ce qui est important, c'est que les hommes ne s'opposent pas, quoi. Donc aujourd'hui, tu vois, sur les technos, on échange. On a une réunion toutes les semaines avec 20 minutes pour profiter de nos expériences. Puis il y en a un qui a développé, tu vois, pour te prendre un cas concret, ils ont développé une solution de live qui est en avance sur ce que nous, on fait avec un outil qui s'appelle Scribble Live. On est en train de regarder comment l'implémenter sur westfrance.fr. Voilà. Donc après, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais éditorialement, il faut faire attention. La diversité peut amener une performance supplémentaire que n'apporte pas la mutualisation. Ouais. Très clair. Écoute, très clair. Voilà, comme je te disais, je voulais un peu que tu me dises, pour toi, ta vision après 10 ans, quel est l'avenir de la presse locale en France? Comment tu vois un peu cette évolution si on regarde à 5-10 ans dans le futur? Alors, je suis très optimiste. Optimiste, parce que très... faut pas exagérer. Optimiste parce que, en fait, quand tu touches les gens, quand tu es en proximité, et là, je pense qu'on l'a dit 10 fois dans l'échange, proximité avec les gens, dans leur rayon de vie, tu as peut-être plus de chance, tu n'as pas la distanciation que tu peux avoir avec d'autres types de médias. Donc on a cette relation, on peut employer un terme assez fort, d'accord. D'ailleurs, on a une relation de confiance. Donc il ne faut pas la perdre. Voilà. Donc par rapport à ce vécu-là, je suis optimiste. Ce qui me rend optimiste aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que sur le monde publicitaire, on va arriver à des pratiques qui vont valoriser davantage cette proximité-là. Pour te prendre un exemple, sans donner de nom, mais un grand distributeur qui était très national, etc., aujourd'hui, parce que c'est le sens de l'histoire, il parle de plus en plus de local. Ouais. Quand tu parles de plus en plus de local, où tu vas diffuser tes promotions, ta publicité dans un média local, la PQR. Donc je pense que notre régie nationale 366, d'ailleurs, elle progresse, même sur le print, elle a fait 2 années remarquables. Elle a vraiment un potentiel très important en s'appuyant sur cet ancrage très local. Alors après, je mets 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est que, là aussi on l'a dit plusieurs fois, tu ne peux pas ne faire que du local. Donc, c'est ma conviction, mais c'est la mienne, je peux me tromper. Mais c'est qu'il faut couvrir un spectre beaucoup plus large. Et encore une fois, tu dois comprendre ce qui se passe en UK, à Bruxelles, pour comprendre ce qui se passe dans ta vie. Donc
Donc il faut avoir une puissance rédactionnelle. Une profondeur de traitement. Importante. Et donc la grosse évolution que je vois, on pourrait dire la même chose pour le technique, l'IT, je pense qu'il y aura de plus en plus pas de fusion, mais de mutualisation ou de partage entre acteurs. Et aujourd'hui, j'en sais rien, je n'ai pas compté, il doit y avoir 12 ou 15 sites de PQR. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être 4-5 plateformes, on va prendre 4-5 régions de France, parce que pour avoir une puissance, il faut un SEO minimal, donc la taille joue. La technique devient de plus en plus compliquée. Pour te parler d'un autre sujet, on a eu la joie d'être touché, on pourrait parler de cyberattaque. Pour maîtriser la sécurité, c'est pas simple. Non. Et donc, ça milite pour travailler ensemble. Je dis pas fusion. Non, des partenariats en tout cas. Donc, et le France monde, Live, exactement. Et le monde d'aujourd'hui, c'est le terme que tu emploies, c'est un monde ouvert de partenariats. Aujourd'hui, toutes les plateformes sont interopérables. Il n'y a plus vraiment de sujet sur l'interopérabilité des plateformes. Tu vois, on évoquait, on est en train de faire des choix autour des DMP. On prend Pierre, on prend Paul, on prend Jacques, et à la fin, on dit, mais ce qui est important, c'est qu'elles soient toutes interopérables, parce qu'on sera amené à communiquer avec plusieurs. Et la réalité, c'est que c'est déjà le cas. Donc, il faut être à l'aise avec ça, dans un monde interopérable et dans un monde de partenariat. Et c'est pas facile, parce que ça veut dire un état d'esprit, une attitude. Si tu te présentes en impérialiste, pour prendre un terme, c'est sûr que ça marche pas. Le partenariat, ça exige un peu d'humilité aussi, d'écouter les autres et puis d'accepter. C'est pas parce que tu es le plus gros que c'est toi qui as fait le meilleur développement. La preuve, l'exemple que je t'ai pris sur le live chez 20 minutes. 20 minutes, tu as clairement 3 longueurs d'avance sur ce qu'on fait nous. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, mais il faut avoir la mentalité pour le faire. Ok, je pense que c'est une très bonne conclusion, un peu cette ouverture, tu vois, des partenariats, et puis on est plus fort ensemble, et puis il y a tellement de gros enjeux, on parlait des GAFAM, etc. Oui, puis après, il faut pas être bisounours non plus. Hein. Il y a ça, et en même temps, il y aura une concurrence de plus en plus exacerbée, parce que le numérique ne se compartimente pas. Donc, en effet, on l'a évoqué tout à l'heure, France Info est un de mes concurrents, Le Figaro un autre. Netflix. Il y a 10 ans, parce qu'on aurait raisonné, 20 ans, on aurait raisonné print, je t'aurais dit, mon concurrent, c'est le Télégramme. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, ça, tout ce monde-là ans, se télescope. Écoute, ça va être encore des belles années pour Ouest France. Et pour les médias. Et pour les médias dans les années à venir. Ça conclut cet épisode. Merci Fabrice pour ta transparence sur tous ces sujets. C'est moi, un grand merci. Ouais, j'espère que ça plaira à tes auditeurs. Écoute, je l'espère. En tout cas, il y a plein de bons apprentissages quand même pour Ouest France, on l'a dit, qui est quand même un bel acteur. Et certes, il y a d'humilité, mais je pense qu'il n'y a pas à rougir quand même de tout ce que vous avez fait, le chemin parcouru, de où vous en êtes. Donc, c'était vraiment passionnant. Merci Fabrice. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.